Est-ce que vous connaissez le point commun entre ces trois hommes? Bon oui, c'est évident, ils sont milliardaires. Mais depuis 6 mois, ils ont surtout investi des millions dans le foot français. Bernard Arnault a racheté le Paris FC, Xavier Niel s'est offert le club de Créteil et Rodolphe Saadé est devenu le sponsor de l'OM. Sauf qu'en vérité, ça n'a aucun sens. Cette saison, la Ligue 1 connaît une énorme crise et afficherait plus d'1 milliard d'euros de pertes sur une année. En gros, si vous investissez dans un club, vous êtes quasiment sûr de ne jamais retrouver votre argent. Mais alors, pourquoi? Pourquoi ces hommes qui ont recherché la rentabilité toute leur vie décident subitement d'investir dans une pompe à fric qui est en plus en crise? Eh bien, j'ai enquêté pour vous et vous allez voir, c'est surprenant. Bon, imaginons. Demain, vous êtes milliardaire et vous voulez investir dans le foot. Eh bien, sachez qu'il y a 3 manières de le faire. Tout d'abord, il y a le rachat de club. Ça, c'est assez simple. Vous donnez une grosse somme d'argent au propriétaire d'un club pour pouvoir prendre la majorité de ses parts et donc le contrôler. C'est exactement ce qu'a fait Bernard Arnault. Avec sa structure Agage Sport, il a racheté 52% des parts du Paris FC et est devenu propriétaire du club. On retrouve ça aussi avec François Pinault et le Stade Rennais, Xavier Niel avec Créteil, Michel Leclerc avec le RC Lens ou encore Alexandre Muliez avec le Versailles FC. Dans cette vidéo, c'est vraiment ce type d'investissement qui va le plus nous intéresser. Ensuite, il existe un deuxième type d'investissement beaucoup moins risqué qui est le sponsoring. Pour ça, vous donnez de l'argent à un club et en échange, vous pouvez afficher votre entreprise sur l'ensemble des activités du club. Par exemple, Rodolphe Saadé et son entreprise CMA-CGM sont devenus les sponsors officiels de l'Olympique de Marseille. En donnant des millions au club olympien, il a le droit d'afficher le nom de sa marque sur le maillot de l'équipe. Emmanuel Beignet fait exactement la même chose avec sa marque Lactalis et le Stade Lavallois. Enfin, il y a un dernier type d'investissement possible, l'acquisition de droits TV. Bon, je vous explique parce que ça c'est un peu complexe. La Ligue de football professionnel vend des droits à une chaîne, ce qui lui permet de diffuser tous les matchs en exclusivité, et ensuite cet argent est redistribué à tous les clubs. Pendant longtemps, Vincent Bolloré avec Canal+ achetait les droits de la Ligue 1 et pouvait diffuser les matchs uniquement sur sa chaîne. Pour vous donner un ordre d'idée, en 2005-2008, il a acheté les droits de la Ligue 1 pour 600 millions d'euros, ce qui est colossal. Bon, en vérité, c'est pas ce qui va nous intéresser le plus, mais c'est quand même important pour comprendre la suite. Voilà, vous avez 3 choix, racheter un club, le sponsoriser ou acheter des droits TV. Maintenant, on va faire un petit jeu. On va regarder les investissements qui se sont faits sur les 2 dernières années uniquement. Ouais, c'est assez étonnant. On remarque que la majorité sont récents et que donc pendant longtemps, les milliardaires français ont complètement délaissé le football. C'est assez bizarre, on parle du sport le plus populaire et fédérateur du monde. Mais alors, pourquoi ? Eh bien pendant longtemps, ils ont privilégié un autre sport, le rugby. Quand d'un côté le foot représentait la violence, la contestation ou encore les magouilles, le rugby, lui, représentait la camaraderie ou bien la convivialité. Mais vous savez, il y a un sport qui ouvre plus les portes que tout, c'est le rugby. Ouais. Ah oui, c'est meilleur pour les affaires. Oui, c'est convivial, Ouais. beaucoup plus convivial que le football. Ouais. Et puis il y a beaucoup de gens qui parlent vrai dans le rugby. Ouais. Je dis pas que dans le football, ils parlent pas tous vrai, mais enfin, Ouais. il y a pas mal de faux culs. Ouais. En vrai, il y a aussi une deuxième raison qui repousse les milliardaires. Le modèle économique d'un club de football est un peu foireux. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un club de football, c'est pas une entreprise comme les autres. Dans une entreprise lambda, votre objectif principal, c'est de faire du profit. Alors que dans un club de football, votre objectif est avant tout de gagner des matchs. Et pour ça, le modèle économique est un peu différent d'une entreprise normale. Pour comprendre tout ça, on va étudier ensemble le bilan comptable des clubs de Ligue 1 sur l'année 2022-2023. Et vous inquiétez pas besoin d'être comptable pour comprendre, même moi j'ai réussi. Ça, c'est le revenu sur l'ensemble de l'année pour tous les clubs confondus. Dedans, vous avez les droits audiovisuels qui constituent le principal revenu pour les clubs avec 706 millions d'euros. Vous savez, c'est ce que je vous expliquais avec Bolloré et Canal+. Les petits clubs en sont ultra dépendants. Le problème, c'est que ce secteur, il est en crise. Suite à différents fiascos, le montant des droits TV a complètement chuté au fil des années. En 2016, on était à 726 millions d'euros, alors que l'année prochaine, on sera à peine à 200 millions. Bref, une chose est sûre, il ne faudra plus compter dessus dans son budget. Ensuite, dans les autres revenus, on a les sponsors, les recettes de match et les autres produits. En apparence, ça peut paraître assez élevé, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le plus gros des chiffres ici sont faits par les gros clubs, ce qui est assez logique car ils attirent plus de sponsors et vendent plus de maillots. Bref, si on additionne tout sur l'année, l'ensemble des clubs de Ligue 1 ont un revenu de 2 milliards et 378 millions. Maintenant, passons aux dépenses. Ici, il y a une charge majoritaire, les salaires.
Ça représente environ la moitié des dépenses des clubs. Imaginez juste une entreprise où la majorité des dépenses est dans le salaire des employés. C'est quand même assez cocasse et surréaliste. Mais en fait, les clubs, ils sont obligés d'autant payer les joueurs, car s'ils baissent les salaires, ils attirent des joueurs moins bons, perdent des matchs, descendent de division et donc perdent des revenus. C'est un vrai cercle vicieux. Bref, si en plus on prend les charges sociales et les coûts liés au transfert, on arrive à la fin à 3 milliards et 247 millions de dépenses. Maintenant, faisons le calcul. 2 milliards 378 millions moins 3 milliards 247 millions. À la fin, ça fait moins 869 millions. Donc sur une année, les clubs de Ligue 1 ont perdu 869 millions. Pour combler ce trou, les clubs ont deux solutions. Soit vendre des joueurs ou attendre que le propriétaire réinjecte de l'argent. Le souci de vendre ces joueurs, c'est que ça varie beaucoup en fonction des années. Il se peut qu'une année, vous ayez beaucoup de joueurs à vendre et très cher, et l'année d'après, plus rien. Donc si un club fait reposer sa survie uniquement sur la vente de joueurs, il est très probable qu'il fasse faillite dès lors qu'il n'ait plus rien à vendre. Pour mieux comprendre, on va prendre l'exemple du Stade Rennais possédé par le milliardaire français François Pinault. Sur l'année 2022-2023, ils ont gagné 109 millions d'euros. Dedans, on a 46 millions de droits TV, soit 40% des revenus. Dites-vous que l'année prochaine, on sera à peine à 10 millions. À côté, le club a dépensé 140 millions d'euros, dont 116 de salaire. Avant les transferts, ils sont donc en perte de 31 millions d'euros sur un an. Après avoir vendu 2 ou 3 joueurs, le club gagne 21 millions d'euros et donc à la fin est en perte de 14 millions. Je sais pas si vous réalisez, mais on parle d'une entreprise qui a perdu 14 millions d'euros en un an. C'est énorme. On est très loin de la rentabilité et avec l'effondrement des droits TV, ce déficit annuel ne va faire que grimper. Et vu comme ça paraît complètement idiot d'investir dedans. Sauf que dans la vie, il n'y a pas que l'argent. Enfin, en fait, je vous ai un peu menti. L'argent, ça compte toujours. Pour certains, investir dans un club de football est une sorte de coup de poker pour faire un max de bénéfices. Il suffit de racheter un club dans des divisions inférieures et de le faire monter de division en division pour qu'il prenne de la valeur. Par exemple, en 2020, l'acteur de Deadpool qui s'appelle Ryan Reynolds a racheté le Wrexham AFC pour 2 millions de livres. À l'époque, ils étaient en 5e division, mais en investissant de l'argent dans le club, ils ont connu 3 promotions en 4 ans et aujourd'hui, le club est estimé à 100 millions de livres. Donc en 5 ans, le club vaut 50 fois plus qu'avant. Lorsque Xavier Niel rachète Créteil en 4e division, on peut imaginer qu'il souhaite la même trajectoire. Mais en vérité, ça reste quand même très rare. En plus, ça reste quand même assez risqué parce que si le club a des mauvais résultats, il perd de la valeur et le coup de poker est totalement raté. Donc vous vous en doutez, l'aspect économique, c'est quand même pas la raison principale. En fait, la majorité des milliardaires rachètent des clubs pour se construire une image. Le football est le sport le plus populaire du monde, ce qui en fait un outil de communication très puissant. En possédant un club, vous vous offrez une présence régulière dans tous les médias et vous construisez un lien très fort avec le public. Ça peut permettre à un milliardaire peu connu dans l'opinion publique jusque-là de se faire un nom auprès des Français. Regardez Bernard Tapie. Au début de sa carrière, il est riche mais assez peu connu. En 1989, il rachète l'Olympique de Marseille. Avec le club, il va gagner 5 Ligue 1 et une Ligue des Champions en 1993. À partir de ce moment-là, les Français connaissent Bernard Tapie. Il est perçu plutôt positivement, du moins par les Marseillais, et suite à ça, il va même commencer une carrière politique en étant élu député des Bouches-du-Rhône. Dans un second temps, il sera ensuite nommé ministre de la ville sous François Mitterrand. Ça, c'est le genre de trajectoire que n'importe quel milliardaire peut espérer avec le foot. Eux qui sont souvent décriés dans l'espace public, quoi de mieux que des victoires pour tout arranger. Surtout qu'ils pourraient apparaître comme des sauveurs, car en ce moment, un phénomène assez inquiétant est en train de grandir. Le 29 octobre 2024, 2 sénateurs sortent leur rapport d'information, Football Business, Stop ou encore. À la page 109, vous retrouvez les titres suivants. Un modèle européen menacé et une vague d'investissements étrangers. En fait, la saison prochaine, sur les 18 clubs de Ligue 1, seulement 7 seront possédés par des Français. Et ce phénomène, il inquiète la population. Selon un sondage d'Odoxa, 66% des Français considèrent l'arrivée d'investisseurs étrangers comme une mauvaise chose. En vérité, c'est pas si problématique, sauf que parfois, ça peut quand même amener à des dérives. Prenons une situation fictive. Imaginons un propriétaire de nationalité américaine qui possède 2 clubs. Un Brésilien et un Français. Pour X ou Y raison, ses affaires se déroulent mal et il est obligé de faire la croix sur un club. Eh bien, il n'aura aucun mal à choisir, car lui, il est absolument pas attaché à l'identité, à la culture ou encore à l'histoire du club. Alors qu'un propriétaire natif de territoire aura en apparence plus de mal à sacrifier son club, car il y sera plus attaché et plus proche des supporters. Lorsque François Pinault rachète Rennes, l'objectif qu'il affiche, c'est de faire rayonner la ville et le club. En tant que breton, il veut préserver un maximum l'identité
l'identité du club et de la Bretagne. Vous le comprenez, racheter un club, ça va un peu plus loin que la simple défense de ses intérêts personnels. Même si ce n'est pas rentable, les milliardaires français sont peut-être partis pour tenter de nous faire vivre un football plus proche de son histoire et de ses supporters, qui, je le rappelle, sont l'essence principale d'un club. Et ça, ils ne doivent jamais l'oublier.